Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui nous sommes le 29 septembre 2018 et je continue ma lecture de Socrate de Claudius Pia. Voilà, on est arrivé à l'idée maîtresse, donc on parle de ça parle des grands axes de la philosophie de Socrate. Sans doute il fallait dégager des données de la tradition et du contenu de l'âme humaine, les idées qui constituent la morale et celles qui servent à l'étayer. Il fallait ramener à l'évidence rationnelle les notions confuses que le vulgaire se fait du bien, du beau, de la justice, de la tempérance et de la force. Définir d'une manière scientifique les devoirs de l'individu à l'égard de lui-même, de la famille et de l'État. Ceux aussi de la famille et de l'État à l'égard de l'individu. Et cet idéal, une fois trouvé, chercher s'il ne plongeait pas ses racines dans une réalité plus profonde et plus durable, s'il n'avait pas dans l'au-delà son origine et son achèvement. La première affaire était de transformer la morale en un système logique de concepts bien fondés, car l'homme a besoin de connaître pour agir. L'action n'est que de la pensée à l'état du mouvement. De plus, aussi longtemps que l'éthique n'aurait pas pris une forme rationnelle, aussi longtemps qu'elle ne se serait pas élevée à la dignité d'une science, elle demeurerait incommunicable. Les plus sages seraient incapables d'enseigner aux autres leur sagesse, et l'on verrait se reproduire à l'infini ce qui s'était passé pour Périclès, lequel n'avait pu transmettre à ses fils ni sa politique, ni sa vertu. Voilà. Mais l'on ne comprenait Socrate qu'à demi, si l'on croyait que son but unique fut d'esquisser une théorie morale. Il est possible de soutenir qu'il avait une pensée plus profonde et plus féconde. Pour moraliser l'homme, il ne suffisait pas, à son sens, de rationaliser la morale. Il était nécessaire aussi, et par-dessus tout, de fortifier la raison, de la rendre peu à peu, par une éducation progressive, assez pénétrante, assez compréhensive, assez vigoureuse, pour sentir tout ce qu'il y a de beauté et de bonté dans la vertu. C'est du plein épanouissement du nous qu'il attendait la sainteté du vouloir. C'est de la maturité de l'intelligence qu'il espérait la maturité de la personne humaine tout entière. On raisonne en parole, sans avoir presque l'objet même dans l'esprit, disait Leibniz. Et les plus beaux préceptes de morale, avec les meilleures règles de prudence, ne portent coup que dans une âme qui y est sensible. C'est incroyable. Alors Leibniz aussi, c'est une puissance créatrice extraordinaire. Cependant, rien ne serait plus fort que la vérité si on s'attachait à la bien connaître et à la faire valoir. Et le meilleur moyen est de s'accoutumer à procéder méthodiquement et de s'attacher à un train de pensée dont la raison et non le hasard, c'est-à-dire les impressions sensibles et casuelles, fassent la liaison. Toute notre dignité consiste à penser, ajoutait Pascal, toute notre dignité consiste à penser, ajoutait Pascal. C'est de là qu'il nous faut relever, non de l'apparence et de la durée que nous ne saurions remplir. Alors, oui, toute notre dignité consiste à penser. Et je pense que c'est également la dignité des animaux. Quand on regarde un chat regarder ses petits, savoir quand il faut se lever, intervenir, attendre.
quand on voit le respect qu'une mère chatte a pour ses petits, pour l'ensemble de ses petits, on comprend qu'elle pense, on comprend qu'elle réfléchit, voilà. Et donc, c'est clair que toute notre dignité consiste à penser, pour Pascal, mais toute la dignité du règne, au moins des mammifères, et peut-être très certainement au-delà, mais au moins pour les mammifères, c'est clair, en fait, sans doute tout le règne animal, mais bon, voilà, on peut s'arrêter sur les mammifères au moins. Ils démontrent qu'ils pensent, et donc qu'ils sont dignes. Et en fait, c'est clair que la dignité, elle est là. Et pour l'homme, justement, cette pensée, comme elle n'est plus rattachée à l'instinct, parfois elle peut être déviante. Parce que le chat, il pense, mais il a en même temps l'instinct, je pense. Il y a l'instinct, et donc sa pensée est immédiate. Elle est aussi rattachée à une tradition, à quelque chose d'instinctif qui fait que les mères chattes reproduisent constamment les mêmes schémas qu'ils ont vécu dans l'enfance. Mais c'est peut-être beaucoup plus compliqué que ça en fait. Parce que tout à l'heure j'ai écouté une émission et en fait les enfants, les bébés comprennent des choses mais époustouflantes finalement. Ils comprennent bien plus, même les nouveau-nés, ils comprennent bien au-delà de ce qu'on peut imaginer. Et donc je pense que les petits chats comprennent déjà le rôle de leur mère, le voient, le captent et l'intègrent. Donc il n'y a pas que l'instinct, il y a aussi l'éducation, et cette éducation reste et elle se transmet ensuite en tant qu'individu quand il a des petits, quoi. C'est de là qu'il nous faut relever, non de l'apparence et de la durée que nous ne saurions remplir. Travaillons donc à bien penser, voilà le principe de la morale. Telle était aussi la conviction de Socrate. À ses yeux, le bien avait d'autant plus de chances de triompher qu'il se révélait à une intelligence plus forte. Son triomphe était infaillible dans une âme dont l'entendement avait pris pleine possession de lui-même. La moralité pour lui grandissait de pair avec la rationalité et s'achevait avec elle. Oui, et c'est exactement ça. Le bien avait d'autant plus de chances de triompher qu'il se révélait à une intelligence plus forte. Son triomphe était infaillible dans une âme dont l'entendement avait pris pleine possession de lui-même. On le sent. S'il y a ce courage, par exemple, là j'ai des convictions. Je veux écrire des choses que j'ai déjà écrites dans la lutte contre l'antisémitisme en ce moment. Voilà, j'ai écrit un texte et je pinaille en fait. Je me dis, est-ce que je le mets, est-ce que je le mets pas, est-ce que, etc., etc. Donc il me manque l'intelligence plus forte. Un entendement qui a pris pleinement possession de lui-même. Si mon entendement avait pris pleinement possession de lui-même, je n'hésiterais pas. Il dirait, tu le fais, c'est tout, vas-y, c'est bon. Les conséquences, c'est autre chose, c'est pas, il y a rien à dire là-dessus, même si, voilà, tu prends peut-être un risque parce que tu t'attaques à des forces obscures, aux forces sombres qui naviguent dans cet antisémitisme. Et donc tu prends peut-être un risque, mais c'est ce qu'il faut que tu fasses. Donc cette force-là, elle
cette force de caractère, elle fait grandir la morale. Parce qu'elle pousse voilà, c'est tout. Si cette force m'avait permis aujourd'hui, par exemple, j'ai écrit ce texte ce matin, si cette force m'avait permis de dire, allez hop, tu le places, tu le mets sur Internet à tel endroit, là où tu veux le mettre, voilà. Tu le soumets au regard des autres. J'aurais été satisfait derrière. Donc, en fait, ma morale aurait pris un tour supplémentaire, et voilà. Bon, bref, c'est une aparté. Mais pour dire que c'est tout à fait... Pour mettre un exemple sur cette chose. Voilà pourquoi Socrate faisait du « connais-toi toi-même » la règle foncière de son éthique. Et oui, parce que c'est en se connaissant, voilà, c'est en pratiquant. À chaque fois que j'ai fait un acte moral en écrivant quelque chose qui était un engagement et qui était tourné de façon qu'il me convienne tout à fait, c'est-à-dire sans agressivité, sans haine, en disant des choses essentielles et sans, voilà, de la meilleure manière qui soit, pour moi, eh ben, je me connaissais, j'apprenais à me connaître. On se connaît que dans l'effort, que dans voilà, ou face à l'adversité. Se connaître tel était à son sens le but vers lequel il fallait tendre sans relâche, dont il fallait s'approcher de plus en plus. Telle était la forme idéale que tout homme devait réaliser en son être. Et il a raison, et c'est ce que je n'ai pas fait. Car cette conquête sur l'inconscient, une fois terminée, l'intelligence, une fois adulte, on sentait du même coup l'empire invincible du bien. Voilà, l'empire invincible du bien. Il est invincible, le bien. Parce qu'il accepte justement la mort. Il accepte, voilà, la preuve concrète, c'est que Socrate, pour le bien, il accepte de mourir. Et pourtant, c'est difficile pour tout être humain d'accepter la mort. On ne peut pas imaginer que Socrate, il n'ait pas eu peur, qu'il n'ait pas ressenti quelque chose à ce moment-là, au moment où il a bu la ciguë. Mais l'empire invincible du bien était beaucoup plus fort que la mort. Voilà, ça c'est quand même incroyable. Et ça c'est parce que durant toute sa vie, il a travaillé à développer cet empire. Et le règne de l'ordre se trouvait établi. Voilà pourquoi Socrate allait de porte en porte chez les politiciens, les poètes et les artistes d'Athènes, pour leur apprendre qu'ils ignoraient jusqu'à leur propre ignorance. Son but était de les élever au-dessus de la routine et de l'instinct, de leur révéler que l'homme est ce qu'il doit être dans la mesure où il se sait lui-même, que l'on devient d'autant plus sage que l'on devient plus capable de comprendre le prix infini de la sagesse, que l'art de grandir en bonté consiste à développer notre puissance de connaître la vérité. Et voilà, et en même temps, on peut penser, on peut parler, on peut voir que la sagesse, que uniquement la sagesse, et se désintéresser de la politique au sens grec du terme. C'est pas ce qu'a fait Socrate. Il s'investissait d'une certaine manière, sans... c'est pour ça qu'il a pris un risque, c'est pour ça qu'il a été tué, en somme. Donc il ne s'est pas contenté d'être un sage qui atteint l'extase, le nirvana, et qui prend juste cette voie. Il s'est investi.
C'est sous l'influence du même motif qu'il ne voulut jamais renoncer à la philosophie, qu'il consacra toute sa vie d'homme à s'examiner soi-même et les autres, non seulement sur les questions d'ordre moral, mais encore sur chaque sujet qu'il croyait pouvoir ramener à un concept. Raisonner, d'après lui, c'était pratiquer une sorte de gymnastique intérieure qui se traduisait par un surplus de connaissance de soi, par un gain de vigueur intellectuelle. C'était affermir le facteur principal de la moralité et par là même assurer de longue main la victoire définitive du bien. Voilà. Et si je parle de mon expérience personnelle, là, je peux montrer par l'inverse à quel point le fait de ne jamais avoir travaillé cette volonté, cette pratique de raisonner sur ce qui est bien, ce que je dois faire, de fortifier mon esprit sur le bien, eh bien je sens la faiblesse de mon mental. Voilà. Et parce que j'ai jamais compris qu'il fallait travailler cela. Voilà, j'aurais pu le comprendre si j'avais peut-être fait des études, que j'avais rencontré la philosophie, parce que j'ai jamais entendu parler de ça avant de rencontrer la mécanique universelle, c'est-à-dire il y a 17 ans. Personne ne parlait de ça chez moi. Mon père avait une éthique, avait une morale, mais il n'en parlait jamais et il la commentait jamais, il la raisonnait pas, il avançait dans la vie comme ça, sans se poser vraiment de questions. Et j'ai fait la même chose. Et le fait de ne pas avoir fait d'études m'a encore plus, et de rencontrer la boisson, de rencontrer des choses qui diminuent tout à fait cette volonté, m'a empêché complètement de me poser cette question à un moment ou à un autre, correctement. Et donc aujourd'hui, il est difficile de se poser la question. Mon cerveau a pris l'habitude de plutôt se divertir, changer. Quand il y a un effort à faire, par exemple là, je me suis dit instinctivement, il faut que tu pratiques. Tu vas le faire à partir de là. Et tout de suite, mon cerveau est parti sur autre chose. Il ne s'est pas mis en position d'acteur volontaire de faire l'effort, de partir dans l'effort, de partir dans cette décision. Parce qu'il a l'habitude de fuir ses décisions, de pas les prendre au sérieux. Donc cette pratique que préconisait Socrate, c'était une pure merveille. Voilà, il avait totalement raison. Et c'était une expérience, c'est pour ça qu'il avait raison. Parce qu'il l'a expérimenté, c'est pas de la tchatch, comme on pourrait dire. C'est de la réalité, quoi. C'est sous l'influence du même motif qu'il ne voulut jamais renoncer à la philosophie, qu'il consacra toute sa vie d'homme à s'examiner soi-même et les autres, non seulement sur les questions d'ordre moral, mais encore sur chaque sujet qu'il croyait pouvoir ramener à un concept. Raisonner, d'après lui, c'était pratiquer une sorte de gymnastique intérieure qui se traduisait par un surplus de connaissance de soi, par un gain de vigueur intellectuelle. C'était affermir le facteur principal de la moralité et par là même assurer de longue main la victoire définitive du bien. Au contraire, cesser de raisonner, c'était renoncer du même coup à la vie intellectuelle et à la vie morale, et par suite à la dignité de la nature humaine. Il ne mène point la vie d'un homme, disait-il, celui qui ne s'interroge pas lui-même. Et il avait totalement raison. Je le ressens, je sais
à quel point je suis à côté de moi-même, à côté de la vie d'un homme, à côté de la dignité d'un homme et de ce sentiment de force que donne la conviction d'agir de façon juste et claire et d'être en phase avec ce qu'on pense de soi et de ce qu'on veut faire, entre ce qu'on veut faire et ce qu'on fait. Voilà. Je sais que je veux agir comme ça, je sais que mon engagement est juste, je sais qu'il faut que je le mette à chaque fois en ligne. Quand je l'ai travaillé correctement, quand tout a été assez pensé clairement, etc. Donc ça serait... mais voilà. La visite à l'Étaïr s'explique comme tout le reste lorsqu'on adopte l'interprétation qui vient d'être indiquée. Non seulement l'entretien que Xénophon prête à son maître en cette curieuse occurrence n'a rien qui doive surprendre, mais encore il s'en dégage une idée morale d'un ordre très élevé. Socrate hiberne son interlocutrice à la manière la plus gracieuse du monde. Il lui fait avouer successivement à l'aide d'interrogations habilement posées, premièrement qu'elle ne prévoit rien, puisqu'elle dépense son argent en luxe inutile au fur et à mesure qu'il lui en vient, secondement qu'elle ne sait rien, pas même son métier, troisièmement que sa vie est absolument étrangère à tout sentiment de moralité. Ce qu'il y a de plus piquant, c'est que Théodote ne comprend pas. « Eh bien, Socrate, dit-elle, que ne m'aidez-vous pas à trouver des amants ? Je le veux bien, par Jupiter, si vous m'y décidez. Et le moyen de vous y décider, vous le chercherez et vous m'en aviserez si vous avez besoin de moi. » La courtisane qui séduisait les Athéniens n'avait donc qu'une grâce plastique. C'était une statue, non une femme. Elle était aussi éloignée que possible de ce type de la beauté humaine, de cet idéal de la personnalité, à la hauteur duquel Socrate s'efforçait d'élever ses disciples. Et c'est là ce qu'il voulait faire ressortir. Quod erat demonstrandum. Voilà, pour cette fois. Merci de votre écoute.